Hello à toutes et à tous. Toujours dans la lignée d'Octobre Rose, je suis heureuse de vous présenter un nouvel épisode consacré au traitement des cicatrices. Les cicatrices sont souvent mal perçues et mal vécues par les femmes opérées, d'où l'importance d'instaurer un dialogue positif autour de l'évolution des tissus et d'encourager les femmes à masser leur zone cicatricielle. Aujourd'hui, j'accueille Jenny Schischke, une kiné spécialisée dans ce domaine, notamment dans le cadre de la prise en charge du cancer du sein. Jenny, qui est aussi vétérinaire de formation, nous explique les différentes phases de cicatrisation des tissus, les cicatrices pathologiques et les différents traitements et moyens que nous, kinés, pouvons proposer à nos patientes. Comment aborder le sujet avec une patiente? Comment l'encourager à masser sa cicatrice en trouvant les bons mots? Tout cela, Jenny nous l'explique avec beaucoup de clarté. Elle nous parle enfin des formations qu'elle propose et de ce qu'elle aimerait voir évoluer dans notre profession. Bonjour Jenny et bienvenue sur Kinédi. Bonjour Gabrielle, merci de m'avoir invitée. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Tu Avec vas bien? plaisir. Oui, très bien, et toi? Merci, très bien, ouais, très bien. Alors aujourd'hui, on va parler donc de ta spécialité, c'est les cicatrices, donc notamment dans le cancer du sein, puisque tu donnes aussi des formations sur comment traiter les cicatrices après une chirurgie opérée donc d'un cancer du sein. Mais tu ne fais pas que ça, donc tu vas nous expliquer tout ce que tu fais. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Avec plaisir. Donc, je suis Jenny Schischke, je suis moitié allemande, qui naît depuis, ça doit faire 20 ans maintenant. Et en fait, moi, j'ai été formée, j'ai une autre formation initiale et j'ai changé pour faire kiné, donc en deuxième lieu. J'ai été formée en Allemagne et suite à ma formation en Allemagne, j'ai été recrutée à Strasbourg au CHU pour enseigner l'anatomie et dans un hôpital à Munich pour faire de la recherche. Et ça m'a un peu donc poussée dans la direction dans laquelle je suis allée plus tard, donc rester dans l'enseignement et toujours chercher plus loin, on va dire. Et donc j'ai regardé un peu par rapport à ce que tu m'avais demandé, j'ai regardé mon CV et le nombre de formations que j'ai faites, voilà, je ne pourrais même pas les citer, mais je suis vraiment restée dans le DLM, dans le cancéro, et puis tout ce qui est voilà, le lymphatique. Puis je me suis formée depuis quelques années en réflexe archaïque, tout ce qui est les troubles des enfants à l'école, un peu en MTC. Et puis là, je viens de terminer un DU, encore d'ailleurs, mon DU PATA, pour les troubles des apprentissages. J'ai fait un DU en plaie, brûlure et cicatrisation, un DU en lymphologie. Et en parallèle, je suis kiné et ostéo équin. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est déjà beaucoup. Tu as dit tout à l'heure que tu avais fait d'autres études avant kiné? C'était Oui, quoi? vétérinaire. Comment tu as dit? Vétérinaire, pardon. D'accord, Oui, vétérinaire. oui. OK, d'accord. Donc tu peux soigner, les humains et les animaux. Écoute, j'essaye, on va dire, hein. Bah, c'est bien. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à travailler, donc aller vers le lymphatique, le DLM, aller vers le cancer et la scénologie? C'est un peu le hasard. En Allemagne, quand tu te formes en DLM, c'est une formation assez longue, c'est 1 mois plein, c'est assez lourd. Et quand je suis arrivée en France en 2007 ou 8, je ne me souviens plus, j'ai marqué sur ma plaque de kiné spécialisée en drainage lymphatique manuel. Et du coup, j'avais plein, plein, plein de patientes suite à des cancers. Et ça s'est fait automatiquement, en fait. Et ça, c'est du bouche à oreille. C'est su que j'étais spécialisée dans le drainage lymphatique. Et bien sûr que moi, avec toutes ces patientes, je voulais en savoir plus sur le cancer du sein. Et j'ai engagé donc toutes ces formations que j'ai suivies partout en France et en Allemagne dans le cancer du sein pour me spécialiser. OK. Est-ce que là, tu dirais que, 100 de ta patientèle, ce sont des femmes, qui ont eu un cancer du sein, qui sont en cours de traitement? Alors, je dirais 70% sont des femmes en traitement cancer du sein ou post-traitement, on va dire. J'ai 4% d'anciens patients, donc hommes ou divers et variés, que je n'arrive pas à lâcher et qui n'arrivent pas à me lâcher. Et j'ai quand même maintenant 25% d'enfants que je suis pour les troubles des apprentissages. OK, Voilà. d'accord, très bien. Alors est-ce qu'on peut parler donc du cancer du sein
Déjà, moi, j'aimerais te poser des questions sur le traitement des cicatrices. Donc, c'est Oui. souvent quelque chose qu'on oublie un petit peu d'aborder ou à quoi on ne pense pas forcément, les cicatrices, alors que ça prend quand même une part importante dans la rééducation. Moi, j'ai remarqué dans ma pratique que beaucoup de femmes venaient au cabinet, elles étaient assez inquiètes de l'évolution de leurs cicatrices. Il y en a qui n'osaient pas les montrer. D'ailleurs, il y avait une certaine gêne, une certaine appréhension même à toucher la cicatrice. Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer, les différentes phases de cicatrisation et comment le kiné, il peut venir en aide sur l'évolution donc des tissus cicatriciels? Alors oui, bien sûr, avec plaisir, mais rebondis sur ce que tu as dit que, voilà, ces femmes ne sont pas à l'aise avec leurs cicatrices. Il faut pas oublier que la cicatrice, c'est la partie visible de la lésion et de l'agression qu'elles ont reçue dans tous les sens du terme. Donc l'agression, c'est la maladie, c'est l'annonce de la maladie, c'est la suite opératoire et c'est très souvent, cette cicatrice ne ressemble pas à ce qu'elles espéraient. Donc, parce qu'on ne peut pas forcément savoir avant à quoi ressemblera la cicatrice par la suite. Donc, c'est Oui, un traumatisme supplémentaire hein, de voir cette cicatrice au quotidien. oui. Et donc, il y a des femmes qui n'arrivent pas à la toucher, cette cicatrice, comme tu le disais, ou pas à la regarder. Donc, de les impliquer dans notre prise en charge au début, ça peut être compliqué. Mmh. Donc il faut vraiment, travailler pour la responsabiliser dans cette prise en charge qui, dure, toute une vie, hein, de regarder cette cicatrice et de noter son évolution. Donc c'est très important qu'elle le comprenne, que c'est quelque chose qui montre aussi ce qu'on a laissé derrière soi. Donc il ne faut pas le voir comme un échec, cette cicatrice, ce qui peut être le cas. Et en fonction de ta question par rapport aux phases de cicatrisation, donc, on dit communément qu'il y a 3 phases. La 1re phase qui est une phase inflammatoire et vasculodétersive qui n'est pas très longue. C'est vraiment en post-op immédiat quand c'est encore rouge et que ça doit se refermer, qu'en dessous on travaille pour éliminer les déchets et créer de l'espace pour les apports nouveaux. Puis on passe rapidement à une deuxième phase qui est la phase proliférative où tous les tissus vont se mettre en route pour vraiment combler ce manque de substance par le dessous, pour rétablir donc vraiment une réparation tissulaire avec des petites cellules très très importantes, les fibroblastes. Oui. Puis après, ça c'est vraiment des phases, on ne peut pas du tout les distinguer au jour le jour. On peut dire que la phase inflammatoire dure les 3 premiers jours jusqu'à la première semaine normalement. Mais voilà, certaines personnes cicatriseront plus rapidement, d'autres, mettront un peu plus de temps. Ça dépend de ton état général, ça dépend de ton âge, ça dépend de divers facteurs environnants bien sûr, hein, de Mmh. pathologies adjacentes et cetera. Et donc cette deuxième phase dure, environ jusqu'à J21 on dira dans un très bon cas, donc si la patiente cicatrise correctement et elle sera suivie par la phase de remodelage où les tissus, qui seront tous présents vont pouvoir s'adapter aux tissus voisins et recréer vraiment, voilà, une peau fonctionnelle au maximum, mais qui ne sera jamais aussi efficace que la peau saine autour. Et ce qu'il faut noter, c'est que cette dernière phase, elle est prolongée jusqu'aux 24 mois. Donc une cicatrice est muable vraiment longtemps et influençable de manière, efficace sur un grand laps de temps. Oui. Oui, ça c'est je pense que c'est important de le spécifier, aux patientes qui sont souvent impatientes et à juste titre, hein, de voir, leurs cicatrices, donc évoluer et dans la phase de remodelage, en fait, voilà, c'est pas instantané quoi. Ça prend jusqu'à 24 mois comme tu viens de dire. Exactement. Mmh. Oui, oui, c'est très important à comprendre aussi qu'une belle cicatrice aussi, si elle est magnifique dans les premiers mois, il faut quand même s'en occuper, il faut l'observer, il faut la chouchouter pour qu'elle reste jolie jusque ces 2 premières années pour la garder jolie, voilà, toute sa vie par la suite. Oui. Alors en parlant de chouchouter justement, comment est-ce que le kiné ou la kiné, peut, traiter, les tissus de la cicatrice, les tissus autour d'ailleurs? Donc il y a différentes façons de masser, d'étirer, voilà. Comment est-ce que toi tu t'occupes de ça? Alors, le plus important, c'est de la bilanter, cette cicatrice, pour en suivre l'évolution, pour pouvoir l'évaluer au fil des jours, des semaines et des mois et d'apprendre ça aussi à la patiente.
qu'elle puisse nous accompagner avec son ressenti et avec son observation. Et une cicatrice, en fait, je m'en occupe à chaque séance. Ça ne veut pas dire que je fais 30 minutes de traitement cicatriciel. Ça peut être 5 minutes une fois, 10 minutes une autre fois, déjà en fonction de la taille, de sa localisation, de la gêne qu'elle crée. Mais j'essaye vraiment de m'en occuper à chaque séance. Et une cicatrice, c'est très très gratifiant parce qu'elle attend qu'on s'en occupe et elle réagit très très vite. Donc si on s'en occupe tôt, on a des résultats quand même vraiment très extraordinaires parce que les tissus n'attendent que ça, qu'on leur donne des stimulations pour pouvoir être correctement orientés. Je parle par rapport au collagène et à l'élastine. Oui. Donc, il faut vraiment l'assouplir, la garder hydratée, étirer dans le sens des fibres comme on en a besoin, c'est-à-dire dans le sens longitudinal, et veiller à ce que la cicatrice ne devienne pas pathologique. Donc, il y a différentes cicatrices pathologiques et c'est pour cela qu'on observe, hein, pour savoir si voilà, il y a un risque qu'elle devienne pathologique ou justement pour prévenir ce risque-là. Oui. Et justement, comment est-ce qu'on peut voir qu'une cicatrice devient pathologique? C'est quoi les signes? Alors, il y a différents types de cicatrices pathologiques. Donc, on peut avoir des cicatrices kéloïdiennes, donc Oui. des cicatrices kéloïdes ou hypertrophiques. On peut avoir des cicatrices rétractiles, des cicatrices adhérentes, voilà, des cicatrices sclérosées. Il y a vraiment beaucoup de types de cicatrices pathologiques différentes. Il y a aussi des cicatrices défectueuses, c'est une autre catégorie. Et les cicatrices pathologiques, en fait, sont évolutives, c'est-à-dire on peut prendre une influence dessus. Ce qui intéresse très souvent les patientes et les kinés, ce sont ces cicatrices kéloïdiennes parce qu'on en a peur, parce qu'il Oui. y a ce mythe de la kéloïde qui est très vilaine. On a vu des images passées où on s'inquiète. Mais il faut savoir que selon des études différentes, entre 40 et 70% de cicatrices chirurgicales deviennent hypertrophiques. Donc c'est quand même un très très grand chiffre. Eh oui. Et donc, si on sait que cette cicatrice peut devenir hypertrophique, on sait aussi qu'on peut le traiter et qu'on peut stopper cette hypertrophie. Donc, c'est quelque chose de pas si compliqué à faire, mais il faut voilà, encadrer la patiente pour l'aider à prendre en charge cette cicatrice hypertrophique. Et hypertrophique, ça veut dire trop inflammatoire. Donc, les cicatrices kéloïdiennes, ce sont des cicatrices qui ont une poussée inflammatoire décalée et trop importante. La D'accord. kéloïde, elle restera boursouflée, elle restera toujours dans cet état inflammatoire et ne régressera pas. Elle peut se stabiliser, mais ne régressera pas, alors que l'hypertrophique, elle régressera toujours, que je m'en charge ou non. Si je ne m'en charge pas, quand elle régresse, elle restera plus large, éventuellement effondrée. Mais si je m'en charge, elle peut devenir une cicatrice très jolie aussi au fil des semaines. Ok. Comment est-ce qu'on peut, nous, les kinés, soigner une cicatrice kéloïdienne du mieux qu'on peut? Est-ce que je sais qu'il y a des pansements en silicone? Est-ce Oui, tout à que fait. ça aide à l'inflammation? Alors, il y a les pansements compressifs, tout à fait, donc siliconés, par exemple. Il y en a différents qui vont écraser donc la cicatrice, qui vont asphyxier les fibroblastes pour éviter leur surproduction collagénique. Donc, c'est une très bonne utilisation. Néanmoins, certaines patientes ne le tolèrent pas. Il y a d'autres techniques aussi avec du tape. C'est complètement Oui. opposé. Donc là, on va créer de l'espace, on va enlever la tension des tissus pour justement calmer les fibroblastes en leur enlevant toute cette agression tissulaire adjacente. Et on va pouvoir faire des étirements longitudinaux pour orienter toutes ces fibres supplémentaires de la bonne manière pour qu'elles soient le plus résistantes et le plus fonctionnelles et le plus esthétique possible. Donc le but, dès qu'on a de l'inflammation, c'est de faire des techniques anti-inflammatoires. Donc on va pouvoir drainer, on va pouvoir assouplir de manière adaptée sans pour autant stimuler la production des fibroblastes. Ok. Tu as parlé du tape. Comment est-ce qu'on peut disposer le tape sur la cicatrice? Et c'est quoi l'étirement qu'il faut utiliser pour l'appliquer? Alors c'est une technique bien spécifique. On est en perpendiculaire à
non pas perpendiculaire, on est en transversal par rapport à la cicatrice, à 45 degrés Oui. d'ailleurs, et on fait des croisillons. Donc Ah voilà, oui, c'est des croisillons quand même de tension presque maximale pour rapprocher les berges et enlever la tension sous-jacente. Donc c'est pas du tout la d'accord. technique, pour comme on l'utilise pour les muscles. Oui, 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 en effet. Oui, les petits croisillons, c'est des petites croix tout le long de la cicatrice, mais en transversale. Exactement. Ouais. Mmh. Ça marche plutôt bien, le tape, Oui, ça marche, c'est sur les extraordinaire. cicatrices. Ouais. Ouais. C'est vraiment moi je l'utilise, vraiment au quotidien. Quand je n'en ai pas au cabinet, je suis vraiment, handicapée parce que c'est un comment dire? Un outil qui marche immédiatement. J'ai un résultat en 2 jours, les patientes voient la différence et surtout, d'une séance à l'autre, ça me permet de maintenir le résultat obtenu. Parce qu'on le sait tous, si on soigne une patiente pour une cicatrice qu'on a bien défibrosée, on la revoit une semaine après et on a déjà perdu la moitié de notre travail vu que la patiente s'en est pas occupée, elle n'a pas osé toucher sa cicatrice, ça redevient Mmh. boursouflé, ça redevient adhérent. Donc on reprend la même chose que la semaine précédente. Et donc avec Oui. le tape, ça maintient le gain obtenu jusqu'à la prochaine séance. Oui, oui, oui. Oui. Est-ce qu'en termes de massage, tu utilises quoi comme crème? Moi, j'ai entendu parler du massage au miel. Alors moi au miel, je connais des techniques vraiment super pour, lever les adhérences. C'est sur des Oui, cicatrices plutôt, qui ont passé 3 mois, donc pas des cicatrices récentes. Ensuite, on a, moi j'utilise énormément pardon, le VEA Oleo spray. C'est uniquement du tocopherol acétate, donc la vitamine E pure, il y a rien d'autre. Donc c'est ce qui me plaît, c'est que c'est il y a pas beaucoup d'agents actifs. Il y en a un seul et les patientes aiment beaucoup, ça a pas d'odeur, ça on peut masser un tout petit peu, donc c'est pas quelque chose qui pénètre trop vite. Néanmoins, ça c'est pas quelque chose non plus avec une longue glisse, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de masser très, très longtemps pour que ça pénètre. mmh, Donc c'est vraiment mon produit oui, de référence. C'est celui que j'aime le plus, je le conseille à toutes mes patientes et la elles sont fans. C'est vraiment un super produit. oui, c'est que de la Oui, vitamine E. tout à fait. Mmh. Est-ce qu'il y a des huiles essentielles aussi? Je sais que l'hélicryse, par exemple, c'est bon pour les cicatrices, mais est-ce qu'on peut en mettre? Mais j'imagine que c'est pas tout de suite, après la chirurgie, il faut attendre quelques mois, Alors moi, aussi? je suis une grande fan des huiles essentielles, déjà de par mon éducation et alors l'hélicryse, c'est une huile magique qui est anti-hématome, anti-inflammatoire, elle stimule la microcirculation, elle est extraordinaire. Elle a une odeur un peu particulière néanmoins, il faut que la Oui, patiente le supporte. Mais dès que la cicatrice est fermée, on peut et par contre, moi je fais attention, mes patientes, je leur explique bien, on met pas une huile essentielle pure sur la peau quand on ne s'y connaît pas oui, en huile essentielle. Donc c'est toujours mélangé à de l'huile végétale et là oui, pareil, je suis une grande fan de l'huile végétale de jojoba, oui, parce que c'est très, déjà c'est du vivant, c'est naturel, c'est pas il y a aucun pétrole, c'est pas comme dans les crèmes, voilà, c'est pas du tout la oui, même composition et les patientes en général aiment bien ce qui est naturel et c'est très, oui. très hydratant, enfin nourrissant. Voilà, hydratant, c'est toujours un mot un peu, à deux tranchants parce qu'on pense à eau et c'est jamais à que une huile, bien sûr et les crèmes non plus d'ailleurs, pas forcément. Voilà. Oui, 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 comme tu dis, les patientes aiment ce qui est naturel, bah, oui, parce qu'il y a tellement de avec la chimio, la radio, c'est Voilà, déjà ça et dans tous les produits qu'on se met sur la peau, on sait la moitié de ce qui est marqué sur l'emballage, on comprend pas, on sait pas trop ce qu'on se met, on est inquiet, donc c'est vrai que les huiles essentielles, c'est pur, ce qui a marqué dessus. Voilà, c'est l'huile essentielle d'un produit, d'une plante, c'est ça, donc c'est vrai que c'est plus agréable. oui. Est-ce que tu utilises des machines, alors je ne fais pas de pub pour aucune marque de machine, mais heu, pour, le traitement des cicatrices? Non, je n'ai aucune machine. J'enseigne dans mes formations que si quelqu'un a une machine au cabinet, il peut l'utiliser. La plupart des machines prennent tout leur sens dans l'utilisation, dans le travail des cicatrices, mais moi je n'en ai aucune et j'ai des résultats vraiment, très bons. OK, Donc on peut faire sans. c'est bon à savoir parce que c'est vrai que c'est quand même Oui, un investissement. oui, je sais. Alors, tout à l'heure, tu as parlé du tape. Moi, j'ai une autre question concernant le tape, puisque tu fais du drainage lymphatique manuel. Est-ce que tu l'utilises aussi en drainage lymphatique après un massage?
Alors oui, 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 je réfléchissais à massage parce que oui, Après le drainage, bien tu veux sûr. dire? Oui. Hem, oui, je l'utilise bien sûr et au fil des années, j'ai réussi à trouver des techniques quand même, comment le poser et enfiler un bas de contention par-dessus, parce que c'était le souci, à la base. Ça ne remplacera pas un bas correctement adapté, ni un bandage, mais en complément, c'est extraordinaire et surtout pour les fibroses, du lymphœdème, c'est vraiment l'outil de choix. Ça ça marche très, très bien. Les patients sont enchantés parce que ça leur enlève ces fibroses qu'ils ont depuis des mois, que nous, on doit traiter justement en massant plus fort et là, avec le tape, de type hématome, on a des résultats vraiment spectaculaires. C'est intéressant. Mmh. Comment est-ce Donc que oui, comment est-ce que tu communiques, à tes patientes? Donc l'importance de se masser soi-même. Au début, c'est pas facile, comme on a dit tout à l'heure, hein, mais comment est-ce que tu leur expliques, l'importance en fait de voilà, de faire ça un peu tous les jours, de se regarder devant le miroir et de masser leurs cicatrices? alors je leur explique ce qui se passe en dessous d'un point de vue tissulaire, avec le collagène et l'élastine, que si on ne fait rien, que forcément ces fibres-là, elles vont devenir adhérentes, collées entre elles et que ça peut, à force de temps, donner des cicatrices qui vont être plutôt invaginées, qui vont la gêner. Et comme souvent elles ont des douleurs, je leur explique aussi que en massant, ces douleurs vont pouvoir disparaître. On va recréer beaucoup plus d'espace pour que les terminaisons nerveuses se créent sans obstacle, que la vascularisation se fera de manière beaucoup plus adaptée pour que les tissus soient sains. Et je leur explique aussi que pour vraiment valoriser le travail du chirurgien, notre travail de manuel est vraiment nécessaire parce que de juste se laisser opérer et de ne rien faire ensuite, on a quand même 50% de chances que ça ne devienne pas aussi joli qu'on le souhaite. Oui. Donc, c'est l'investissement qu'on doit donner temporel, quotidien à sa cicatrice pour lui permettre de devenir le plus esthétique possible, le moins gênant et je me répète, hein, toujours le plus fonctionnel par rapport au tissu adjacent. Parce que c'est je dis entre guillemets, un pont thermique, c'est une faiblesse de notre corps. Donc, il faut en prendre soin de cette faiblesse. Il faut la rendre forte par le toucher de nos doigts. Oui et puis les patients, j'imagine que tu les vois une fois par semaine, donc le reste du temps, c'est encore plus, efficace si elles font le travail chez elles à la maison. J'essaye de les voir 2 fois si j'y Mmh. arrive et je leur explique: «Si tu viens me voir et que je te masse la cicatrice 30 minutes, sur une semaine, c'est quasiment comme si on faisait rien». Oui, J'exagère un peu et surtout je les masse pas 30 minutes sur la cicatrice, on fait plein d'autres choses en cancéro, oui, hein, bien sûr. à plus grande échelle. Donc oui, je leur donne des Mmh. devoirs. Je les filme quand elles font les techniques avec leur téléphone pour qu'elles puissent le reproduire. Mmh. Et puis on fait le bilan ensemble. Je leur dis: «Regarde la photo de la semaine dernière, regarde la photo du mois dernier, regarde comme on a bien progressé» et si je les revois 2 mois après, je leur montre: «Oh regarde là finalement, je trouve que c'est un peu moins bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as moins travaillé?» et cetera. Donc je les responsabilise dans la prise en charge de leurs cicatrices. Oui, c'est vrai qu'il y a rien de plus parlant que les photos. Ça aide aussi à voir Exact l'évolution, oui. Mmh. exactement. Je pense que c'est parce que c'est vrai que, c'est dur d'accepter et parfois elles retombent dans un trou, hein. Elles se disent: «Punaise, pourquoi je n'en peux plus, j'arrive pas à m'en occuper, j'ai l'impression que rien n'avance». Il y a cette phrase, voilà, qui est frustrante, hein, pour elles et pour nous. J'ai l'impression que rien n'a bougé, regarde mon bras et là, je leur montre la photo, je dis: «Regarde, je comprends que tu sois frustrée aujourd'hui, mais là, regarde la photo d'il y a un mois». Elles me disent: «Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Mmh. C'est vrai que ça a progressé». Donc c'est vrai, c'est très important de documenter en images, hein, l'évolution de la cicatrice et idéalement, à chaque fois, il faut se créer des dossiers patients sur son téléphone ou alors avec le téléphone de la patiente. Elle aime bien les avoir aussi, hein, Oui, pour vraiment suivre cette évolution. oui. Est-ce que tu t'occupes aussi un peu des cicatrices, laissées par, le la boîte, le cathéter? Ou Oui, Mmh mh. bien sûr. Je m'occupe de toutes les cicatrices, desquelles il faut s'occuper. Il y a des cicatrices qui n'ont pas besoin de soins, mais cette cicatrice-là, moi je les analyse dès la première séance. On voit un peu s'il y a des gènes, s'il y a des choses à faire et puis on s'en occupe, bien sûr. Mmh. Super. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu,
si tu en as une, d'une journée type, comment tu t'organises? Puisque donc tu donnes beaucoup de formations, formation justement en kinésithérapie, pour traiter les cicatrices, mais tu as aussi, ta pratique à toi, en cabinet libéral. Donc comment est-ce que tu fais pour t'organiser avec tout ça? Alors, je ne suis vraiment pas une reine de l'organisation. Je suis pas très douée, mais j'essaye d'être, 3 jours par semaine au cabinet et je fais mes plannings longtemps à l'avance et donc je demande aux patientes de se prendre des rendez-vous vraiment, sur 1 ou 2 ou 3 mois, quitte à les annuler et trouver quelqu'un, voilà, qui remplace. Mais parce que moi, mes formations, elles sont planifiées 1 an à l'avance. Donc je sais déjà quand je serai absente, du coup, je peux planifier mes journées au cabinet. Très bien, oui. Et donc tu donnes des formations avec l'IPPP? Oui, avec l'IPPP, je donne beaucoup de formations, avec Kiné Formation aussi, au CEKCB, et avec le RKS, j'ai pas mal donné de formations aussi les dernières années. Donc oui, avec plusieurs organismes Mmh. différents Et c'est en toujours donc France. ta spécialité, c'est vraiment le traitement des cicatrices? Tu enseignes ça auprès des autres kinésithérapeutes dans les formations? Oui, c'est la ma cicatrice c'est ma cicatrice, c'est ma formation phare, hein, c'est celle que je donne le plus Mmh. souvent. Après, la 2e, c'est le K-taping justement pour, le cancer du sein. Ça, j'en donne beaucoup aussi. Et après il y a une autre formation en MTC que je donne aussi à Kiné Formation qui est voilà, que j'aime beaucoup. Mais ça, c'est les 3 formations que je donne le plus D'accord, en humain, ouais, oui. c'est déjà pas mal. Oui, tout à fait. Alors, j'ai une question, Jenny, c'est ma dernière question d'ailleurs. Comment est-ce que tu vois évoluer le métier de kiné? Qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer? Alors j'ai bien aimé que tu me poses cette question. J'y ai réfléchi, hein, parce que, je me suis je me voilà, je me la suis pas posée forcément avant et voilà, je suis un peu surprise de voir comment ça évolue. J'ai vu qu'on était beaucoup plus nombreux qu'il y a encore 10 ans, hein, je crois on est plus de 90 000 kinés en Oui. France et je me suis demandé: «Est-ce que c'est un métier que je recommanderais à mes enfants? Est-ce que c'est voilà, c'est un métier dans lequel il faut s'engager?» Parce que honnêtement, je l'adore mon métier. Je l'adore, mais je n'ai pas l'impression d'être reconnue, à valeur de ce qu'on fait et je trouve qu'on doit travailler quand même beaucoup pour réussir à en vivre bien, ce qui me chagrine un peu et je suis moi une grande partisane de la spécialisation. Mmh. Parce que pour avoir récupéré des patientes qui étaient chez des kinés qui n'avaient jamais fait de formation en cancéro, qui ne savent pas, qui donnent des conseils, voilà, qui sont pas adaptés, ça me choque un peu. Moi, on m'envoie quelqu'un avec, une pathologie que je ne sais pas prendre en charge, par exemple, la cheville, je dis: «Vaut mieux aller voir un confrère ou une consoeur qui est mieux à même de soigner des pathologies orthopédiques ou sportives». Je trouve on a cette chance justement de se diversifier, de faire, plein de choses différentes. Donc je trouve que c'est bien de continuer à se former dans 1 ou 2 ou 3 domaines. Oui, tu parles de spécialisation, c'est intéressant parce que, dans le podcast de la semaine dernière, j'ai interviewé, Mathieu Loubière, qui enseigne aussi d'ailleurs, à l'IPPP, dans les pôles et le cancer du sein. Oui, j'ai vu. Oui, Et tout à fait. lui, il avait aussi, quelque chose d'intéressant à dire, c'est que, il recommande enfin il recommandait, il pense que ce serait bien d'avoir plus de kinés spécialisés en ville. Pour justement un peu répartir, les différentes spécialités, que ce soit cancer du sein, pelvipérinéologie, épaules et cetera. Parce que, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de kinés dans les villes et c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup en province, hein, dans les dans Je suis dans les d'accord. Dans les zones sous-dotées, c'est pas possible. Je suis d'accord qu'on doit pouvoir tout faire. voilà, Mais c'est une spécialisation aussi. Un généraliste, c'est une spécialisation. C'est de savoir tout faire et puis à un moment connaître ses c'est limites. ça. Donc oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Toi, tu es dans une zone, surdotée, tu es dans le sud de la France, hein, c'est ça? Oui, moi je suis dans le sud-est, on est nombreux, mais il y a personne au chômage, hein. Oui, oui, j'imagine. Ouais. Est-ce qu'il y a un grand réseau, au niveau du RKS dans le sud-est? Alors dans le 06, on est, plus de 20, hein, je dirais qu'on est 26.
Dans le Var aussi, elles sont pas mal. Oui, je pense qu'on est quand même assez nombreuses. Enfin, je peux pas évaluer si on est très nombreuses pour le nombre de cancers du sein de la région, mais on a un joli réseau, je pense. Oui. D'accord, très bien. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Jenny pour cet échange. J'en ai appris beaucoup sur les cicatrices. Tant mieux, c'est ce que j'espérais. Et puis bah, pour ceux que ça intéresse, on mettra les liens de tes formations. Ben, c'est gentil. Ben, bonne continuation. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci à toi. Allez, bonne fin de À journée. toi aussi, Au revoir. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabrielle@gmail.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédi_podcast.